Salut tout le monde et bienvenue dans ce bilan de TLC, bilan globalement positif, vous allez voir, globalement on a eu affaire à un bon PPV, je pense qu'on peut se mouiller à ce point-là. Vous allez peut-être pas être d'accord, auquel cas échangez dans les commentaires, hein, ça fait toujours plaisir de voir des gens qui sont pas d'accord avec moi quand j'ai apprécié quelque chose. On va revenir sur tous les matchs, du moins bon au meilleur, et on va commencer tout de suite avec le moins bon qui était... Alors, sans surprise, la surprise c'était qu'il n'était pas dans le kick-off, la finale du Mixed Match Challenge, que je pris comme note, donc j'ai les notes toujours en face de moi. Alicia Fox est toujours un peu nul, je me trouve sympa de mettre un peu. Le gros intérêt du Mixed Match Challenge, c'est que c'est marrant, et là c'était pas très marrant. Donc voilà, j'ai mis des moins, un petit peu sévère. Ensuite, nous avons le match Elias contre Bobby Lashley. Alors, je lui ai mis C-. Pourquoi je lui ai mis C-? C'est parce que c'était totalement osef, mais moins, c'est surtout parce que ils ont changé les règles au début du match. Et, le match, c'était... Il y a une guitare suspendue au-dessus du ring. Le premier des deux catcheurs qui arrive à choper la guitare... Est-ce que mon micro enregistre? Oui. Le premier des deux catcheurs qui arrive à attraper la guitare a le droit de s'en servir comme arme. Et au début du match, ils ont annoncé le premier qui attrape la guitare a gagné. Ça m'a tout niqué, mon pronostic. Non, ce qui est surtout frustrant, c'est que j'avais prévu ce qui allait se passer. C'est-à-dire que j'avais prévu qu'Elias allait choper la guitare... que soit il allait s'en servir contre Lio Rush, soit il allait essayer de s'en servir, Lio Rush allait intervenir, et c'est Bobby Lashley qui allait s'en servir, et au final Bobby Lashley allait gagner. Ce qui est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, non, ça me fait un peu, voilà, ça me fait un peu rager qu'ils changent les règles pendant le... Surtout... Non. C'est pas le seul match du PPV où ils ont changé les règles, vous allez voir. Ensuite, avec une note de... quand je mets 12, ça représente quoi? Ça représente C+. Nous avons Rey Mysterio contre Randy Orton. Franchement, le match était très anecdotique. Hein. Très rien à foutre. C'est-à-dire que c'était un match en chaise, alors... il y avait des chaises. Ils ont utilisé les chaises. Ça s'est fini un peu brutalement sur un roll-up de Rey Mysterio après que Randy Orton n'ait pas réussi à placer un RKO. Je pense que Randy Orton est vraiment un catcheur chiant. J'ai l'impression qu'il s'est Brock Lesnarisé, c'est-à-dire qu'il en a plus rien à foutre. Il fait vraiment le minimum. Si vous voulez, le niveau global de niveau de catch, c'est plus de vitesse, plus de ce qui se passe à 205 Live ou à NXT. Ça correspond mieux à ce qu'on attend en général d'un match de de catch. Randy Orton, il a toujours le style WWE, c'est-à-dire plus lent, plus académique un peu. Mais en plus, il est lent par rapport à ce style-là. Et du coup, il est un peu anachronique, Randy Orton. Rey Mysterio a gagné. Bah les couilles. Ensuite, nous avons le fameux match entre Braun Strowman et Baron Corbin, qui a la même note de C+. C'était pas vraiment un match, c'était... voilà, Braun Strowman est arrivé avec le bras dans le plâtre, il a dit dis donc Baron Corbin, c'est un match TLC, ça veut dire que je peux faire intervenir des gens parce qu'il n'y a pas de disqualification. » Là-dessus, grosse révélation, qui c'est qui intervient? Apollo Crews. J'aurais du mal à trouver les mots pour exprimer à quel point Apollo Crews ne suscite aucune réaction. Tamina, elle m'énerve. C'est pas, tu vois, Tamina, elle a aucun charisme, mais par sa présence, elle absorbe mon énergie. Que Apollo Crews, il absorbe pas mon énergie. Il y a rien. Mais ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait les champions de Raw, Bobby Roode et Chad Gable autour du ring. Et ensuite, il y avait Finn Balor. Donc voilà. Et ensuite, il y a eu Kurt Angle. Donc voilà, tout le monde a fait son finish sur Baron Corbin, et Braun Strowman n'a plus qu'à mettre le pied sur Baron Corbin pour gagner le match. Ah oui, puis Heath Slater, c'est Heath Slater qui était devenu un arbitre suite à une décision de Baron Corbin. Voilà, a obtenu sa vengeance et il a fait le tomber. Voilà. Il était bien content. C'était mignon. Si vous voulez, Baron Corbin, Raw est vraiment nul à chier ces dernières semaines, mais si Raw est nul à chier, c'est parce que le booking est nul à chier. Et Baron Corbin, c'est le personnage qui a l'autorité, c'est-à-dire, mettons, ce serait un film de Far West, le shérif en aurait pris plein la gueule alors que c'est le réalisateur qui est nul à chier, quoi. Du coup, je suis un peu partagé, c'est-à-dire que Baron Corbin est viré, bon, du poste de général manager de Raw. Je suis très partagé vis-à-vis de ça, donc voilà, c'est plus parce que c'était marrant. C'est parce que... partagé, très partagé. Ensuite, avec B-, nous avons le match Cruiserweight.
B- seulement parce que c'était pas un bon match par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Enfin, B ça veut dire bien, mais bien pour un match cruiserweight, c'est pas, c'est pratiquement le minimum quoi. C'est-à-dire des fois ils ont des matchs moyens, mais généralement ils ont au moins B. Quand je note les segments de 205 Live, c'est au moins B très souvent. J'ai écrit déçu de voir ce match dans le kick-off, bien sûr, parce qu'à chaque fois qu'ils sont dans le PPV lui-même, ils ont plus de temps pour faire opérer leur magie. Le match était pas mauvais, c'est juste qu'ils sont capables de faire tellement mieux que c'est un peu frustrant. Voilà, moins mauvais que frustrant, d'où B-. Ensuite, le triple menace entre The Bar, The New Day et The Uso, je l'aurais mis B. C'était un match qui avait le potentiel d'être excellent, il était fun, il était marrant. Voilà, pas grand chose de... Est-ce que j'ai pris des notes pendant ce match? Ah oui, j'ai écrit, bien sûr, ce match avait besoin de table, échelle et chaise. Un triple menace, enfin, je veux dire, un triple menace par équipe. La stipulation TLC est née dans un match triple menace par équipe, ça aurait été un très joli clin d'œil, et en plus, les équipes auraient pu faire des étincelles enfin, sans disqualification. Ah oui, à un moment donné, ils ont perdu l'arbitre a perdu le fil et a fait le tomber alors que c'était quelqu'un qui devait pas être sur le ring, qui se faisait couvrir pour le compte de 3. Les Usos ont plus ou moins fait le match, hein. C'était les hommes du match, mais The Bar, Cesaro et Sheamus ont gagné. Pas grand chose à dire sur ce match, il était bien, il était marrant. Voilà. Ensuite, toujours avec B, le match de Drew McIntyre contre Finn Balor. Beaucoup de gens espéraient le voir en démon. C'était une mauvaise idée, d'après moi. C'est-à-dire que... Bon, mais envisageons les quatre possibilités qu'on ait. Finn Balor arrive en démon et il gagne. Ça veut rien dire. Finn Balor en démon gagne à tous les coups et ça diminue Drew McIntyre. Ça veut dire Drew McIntyre n'est pas ce qui se fait de mieux parce que Finn Balor en démon est mieux. Pire, ça veut dire que Finn Balor ne peut gagner que quand il est en démon et voilà. Si Finn Balor était arrivé en démon et qu'il avait perdu, c'était pratiquement la fin de Finn Balor. Les deux seuls arguments qui restent à Finn Balor, c'est il était génial à New Japan Pro Wrestling, et il y a le personnage du démon qui est très très bon. C'est pas quelque chose qui me plaît, mais c'est la vérité. Si Finn Balor était arrivé sans son personnage de démon et avait perdu, on se serait dit, bon bah, normal, McIntyre est excellent, Finn Balor fait pas le poids. C'est attendu, mais logique, c'est l'histoire que vous nous racontez. Maintenant, si Finn Balor gagne ce qui s'est passé sans son personnage de démon, ça donne de la crédibilité à Finn Balor, qu'on a bien besoin quand même. Et en plus, le fait qu'il y ait eu une intervention de Dolph Ziggler en la défaveur de Drew McIntyre, ça diminue pas Drew McIntyre, ça veut dire que Finn Balor a gagné, mais parce que Drew McIntyre a été distrait. McIntyre était très arrogant dans sa façon de catcher, mais il n'avait pas le match en main. C'était pas un squash match, c'était pas Balor lui a vraiment opposé de la résistance et ça fait du bien de voir Finn Balor gagner un match. Certes pas de façon clean, mais pas de façon toute pourrie non plus. Donc c'était bien. Ensuite nous avons putain J'ai été moins dur que beaucoup de gens par rapport à ce match. J'ai lu quelques retours sur TLC, et beaucoup de gens ont trouvé ce match totalement inintéressant. Seth Rollins contre Dean Ambrose pour le titre intercontinental. Dean Ambrose a gagné. Beaucoup de gens, le public chantait boring pendant le match, et j'ai vu beaucoup de retours comme quoi le match était très chiant. Je suis pas d'accord. Alors moi j'ai mis B+. Pour un match de Seth Rollins, il était moins bon. C'est sûr, c'est vrai, je vais pas dire le contraire. Maintenant... Ils ont réussi à garder ce qui était bon dans cette rivalité, c'est-à-dire le feu entre les deux anciens frères du Shield, quoi. Seth Rollins a dit plusieurs fois à Dean Ambrose, c'est toi qui voulais ce combat, bah maintenant tu l'as. Seth Rollins lui a foutu une tarte dans la gueule en lui disant celle-là est pour Roman Reigns, espèce de sac à merde. C'était bien, et c'était pas... J'ai écrit plusieurs trucs, j'ai écrit Frog Splash contré avec les genoux pour un near fall. Dirty Deeds contré, Superplex Falcon Arrow, le Falcon Arrow ayant été très violent. Il est resté très longtemps en l'air, enfin très longtemps, pas très longtemps, mais plus longtemps que d'habitude. Il y a une espèce de petite suspension et... Voilà, je fais pas très bien le bruit du Falcon Arrow. Et Dean Ambrose, du coup, est le nouveau champion intercontinental. C'était prévisible dans le sens où je pense que Seth Rollins va intégrer la discussion pour le titre universel. Donc c'est chouette. Je pense pas que le règne de Dean Ambrose va être... il va pas être au point de Shinsuke Nakamura, si vous voulez, mais je pense qu'il va pas... il va être assez anecdotique comme règne. Je pense pas qu'ils aient prévu grand-chose avec Dean Ambrose. Si, il y avait un spot dans le match Dean Ambrose et Seth Rollins que j'ai oublié. Quand Dean Ambrose a tendu
C'est quand Dean Ambrose a tendu le point pour calmer Seth Rollins, pour lui dire hey, on est le Shield, rappelle-toi, on est des frères et tout, et que Rollins s'est tellement énervé, lui a tellement massacré la gueule, ça c'était bien. Ensuite, alors, très bonne surprise du PPV, le match Natalya Ruby Riott, qui a également, auquel j'ai également mis B+. J'étais parti pour me battre totalement de ce match. Je pensais en avoir rien à foutre. Je me suis dit, bon, bah, Natalya va perdre, parce que Natalya perd tout le temps. Ruby Riott va gagner grâce à l'intervention du Riott Squad, et ça sera tout naze. Et ils vont pas laisser aux femmes l'occasion de montrer ce qu'elles savent faire. Grossière erreur de ma part. Non seulement Natalya a gagné, et c'est bien, c'est une histoire qui finit bien, c'est chouette. Natalya a gagné, elle a foutu les 2 autres membres du Riott Squad à travers des tables. Très cool. C'était ça aussi, je l'ai pas vu venir. Quand elle a fait passer Liv Morgan et Sarah Logan à travers des tables, je me suis dit, ok, d'accord, c'est juste pour que Natalya gagne un peu, et finalement c'est Ruby Riott qui va gagner. Mais non, Natalya a pratiquement vaincu à elle toute seule le Riott Squad, et Ruby Riott est vraiment géniale dans son rôle. Elle a été méchante, immonde, sadique, enfin, le moment fort du match pour moi, c'était quand elle a collé sa tête contre la table en lui disant « Tiens, regarde, c'est ton père, et il est déçu de toi, il a honte de toi !» C'était super dur. Et franchement, je m'attendais à n'avoir rien à battre de cette histoire, et ça m'a investi émotionnellement. Et c'est surtout grâce à Ruby Riott, mais c'est aussi grâce à Natalya qui a... Quand elle joue peu, elle joue juste. Faut pas lui faire jouer des trucs très intenses à Natalya. Faut lui faire jouer... voilà, la colère, elle l'a bien. Le chagrin, elle l'a pas. Donc, faut pas... Donc non, très bonne surprise ce match. Notamment de Ruby Riott. Elle pourrait faire tellement mieux. Mais c'est incroyable quand même que Ronda Rousey... On parle de Ronda Rousey après, mais Ronda Rousey, son problème, c'est qu'elle a pas vraiment d'adversaire à sa hauteur. Pourquoi ils buildent pas Bayley, Sasha Banks, Ruby Riott toutes les 3, elles sont vraiment très bonnes. Elles pourraient être au niveau Becky Lynch, Charlotte Flair, Asuka, hein, sans problème. Si on leur donnait un truc, si on leur donnait des histoires intéressantes, des personnages cohérents, le talent est là, quoi. Mais bon. Ensuite, avec toujours B+, c'est Festival du B+, B+, pour toi, B+, pour toi, B+, pour tout le monde, Ronda Rousey contre Nia Jax. Définitivement, je ne comprends pas les gens qui disent que Ronda Rousey est nulle. Je n'y arrive pas. Je veux dire, je suis capable d'entendre énormément de choses, d'accepter énormément d'avis. Les gens qui me disent que les matchs de Ronda Rousey sont tous les mêmes, quand est-ce qu'elle a fait un crossbody du haut du ring, du haut du coin à l'extérieur du ring? Quand est-ce qu'elle a fait son truc de fou, là, quand Nia Jax est partie pour lui faire une suplex, elle s'est retournée pour s'accrocher en sleeper hold derrière. Un, qui d'autre fait ça en ce moment? 2, quand est-ce qu'elle a fait ça? Si ces matchs sont tous les mêmes. Et en plus, mais elle pue le charisme. Elle est capable de te soulever une foule, mais comme personne. Je suis désolé, Ronda Rousey est excellent. Elle a réussi à avoir un match B+, avec Nia Jax. Bon, c'est pas Tamina, mais c'est pas... Voilà, Nia Jax, c'est pas Charlotte Flair, quoi, si tu veux. Elle est relativement limitée sur un ring, Nia Jax, et niveau charisme, elle est... C'est-à-dire que le seul truc qu'elle a fait, qui a réussi à générer un petit peu de réaction du public, c'est un botch, c'est un accident. Et même ça, elle a pas su surfer dessus. Non, Nia Jax, elle est vraiment pas bonne. Et pourtant, Ronda Rousey a réussi à avoir un très bon match contre... je vais juste regarder les notes que j'ai prises. Ouais, j'étais pas fan du maquillage de Ronda Rousey. J'ai écrit en majuscule « Oh mon dieu, Tamina joue !» Parce que Tamina, elle ne joue pas. Et là, elle a joué, elle a applaudi en souriant. Elle a fait quelque chose. Tamina a jamais eu l'air aussi importante. Ronda Rousey, au moment d'achever Nia Jax, c'est-à-dire quand elle allait lui faire sa clé de bras, elle a regardé Tamina, genre, vas-y, interviens et c'est toi qui prends. Elle a embrassé le poing de Nia Jax. Genre, ouais, c'est mignon. Et en faisant la clé de bras, elle a droit dans les yeux pendant que Nia Jax a abandonné. Ronda Rousey est géniale. Ah oui, quand elle a fait un standing knee, un standing forearm, j'ai appris ça comme ça, globalement, elle a pris appui sur la cuisse de Nia Jax pour lui mettre un coup de genou dans la gueule, et comme ça n'a pas suffi, elle a pris appui sur sa cuisse aussi pour lui mettre un coup d'avant-bras dans la gueule. Je suis désolé, je comprends vraiment pas les gens qui disent qu'elle est nulle, c'est comme les autres femmes de Raw, c'est-à-dire, oui, effectivement, ses promos sont pas géniales, oui, effectivement, son personnage est très maladroitement écrit.
mais elle arrive à gérer malgré ça. Ensuite, deuxième meilleur match de la soirée, AJ Styles contre Daniel Bryan. Je lui ai mis A. Pas grand chose à développer malgré tout. Daniel Bryan est juste excellent. Qu'est-ce que j'ai écrit? Il joue la carte des deux catcheurs qui se fassent par cœur, ça j'aime bien, c'est quand tu commences à t'habituer un peu au style de différents catcheurs, tu vois les contres, tu vois là il aurait dû se passer ça mais il se passe pas ça parce que l'autre savait qu'il devait se passer ça. Ah oui, Daniel Bryan a réussi à caser son dernier yes kick, généralement il fait une série de yes kick et puis il finit par un gros yes kick dans la gueule et généralement les gens évitent ce dernier yes kick. Pas là. Là AJ Styles l'a bien pris dans la mouille. Ouais, en fait, c'est ça le problème que j'ai eu avec ce match, c'est que les enchaînements allaient beaucoup trop vite et que du coup, j'ai pas eu le temps de prendre des notes. J'ai juste écrit incroyable enchaînement que j'ai pas réussi à suivre, mais qui finit sur un single leg Boston Grab avec du tentative de Styles Clash et de l'écrasement de face de Daniel Bryan sur AJ Styles dedans. Voilà. Mais mes notes elles ressemblent à ça, c'est-à-dire c'est vraiment le bordel parce que j'étais trop occupé à kiffer le match et j'ai pas eu le temps de prendre beaucoup de notes. Ça aurait pu être le match de la soirée s'il n'y avait pas eu évidemment ce magnifique TLC entre Asuka, Becky Lynch et Charlotte Flair. Alors, qui était dans le main event et c'était ce qu'il fallait faire. C'était une très bonne initiative et une très bonne nouvelle. Le match ne pouvait que bien finir, je pense. La pire hypothèse aurait été que Charlotte Flair gagne sans faire un heel turn complet derrière. Mais la question ne s'est pas posée puisque c'est Asuka qui a gagné. Enfin, Asuka est championne. Il était plus que temps. Beaucoup de gens ont été un peu déçus que la victoire d'Asuka ait été provoquée par une intervention de Ronda Rousey. Pas moi, parce que ça rajoute du bois dans la cheminée de la rivalité entre Flair, Lynch et Rousey. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Et puis surtout, pendant le match, Asuka n'a pas été diminuée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de moment où Asuka... on sent pas que Asuka a volé la victoire, quoi. Ou que Ronda Rousey lui a apporté la victoire. Asuka méritait la victoire autant que les deux autres. Et puis le match était une violence, mais elles s'en sont mis plein la gueule. Le kendo stick, ça fait très très mal. J'ai pris beaucoup trop de notes. Ah ouais, la vache, Asuka a fait un powerbomb sur Charlotte Flair à travers une table posée dans le coin. Elle est très mal tombée. J'ai l'impression que c'était la nuque qui avait tout pris. Bon, Charlotte était debout après, c'était un petit peu rassurant. Ah oui, aussi, Becky Lynch qui a fait une descente de la cuisse à travers la table des commentateurs allemands. Elle voulait avoir Charlotte Flair et Asuka, mais Asuka a esquivé. Charlotte Flair, non. Et alors, la table s'est pas pétée sur le coup, ça veut dire que Becky a vraiment sauté le cul premier sur le beat de Charlotte de facilement 2 mètres de haut. Ça a dû faire très mal. Ah oui, Charlotte a aussi agrafé Asuka à la barricade avec un spear. Enfin, spot après spot après spot, ce match était vraiment très très cool. Beaucoup de tension et surtout ça s'est terminé, enfin voilà, c'est un PPV qui s'est bien terminé, dans le sens où enfin Asuka est championne. Oui mon gros chat, je vais te faire sortir après la vidéo, d'accord? Globalement, bon match, il a combien de moyenne? Je crois qu'il a 15 de moyenne. Sur 20. C'est le 5e meilleur PPV de l'année sur le roster principal. Pas grand chose à dire de plus. Quelques petits moments frustrants, mais les bons moments étaient vraiment excellents. Donc ouais, non, on finit l'année en beauté avec TLC. N'oubliez pas de réagir avec le hashtag Régal, vous pouvez me poser des questions sur le mois de décembre. Et aussi sur toute l'année 2017, je suis en retard. Toute l'année 2018, pour le prochain Statch, quand vous voulez, avec le hashtag Régal sur Twitter. Je rappelle donc que pour le prochain Statch, on reviendra sur le mois, mais aussi sur l'année qui vient de s'écouler. Je vous donnerai mon top 50 de l'année. Top 50 chiffré, hein, comme tout le reste, c'est-à-dire que c'est pas moi qui fais le classement. Moi, je donne des notes au segment, je fais globalement une moyenne de ces notes, et à la fin, j'ai un classement qui peut me surprendre, mais qui est plus objectif que si je faisais juste un classement brut de pomme, quoi. Enfin, objectif, après, ça reste moi qui mets les notes, quoi, si vous voulez, mais... On s'est compris. Oui, mon grand chat. On se retrouve très bientôt pour la suite des prochaines vidéos. Salut tout le monde. N'oubliez pas d'être bien heureux entre vous et soyez gentils et surtout paix et amour.